03h47, 14 mars 1944. Dans la salle de contrôle du U-432, un silence absolu régnait. Le lieutenant de vaisseau Hermann Eckart fixait la carte marine devant lui, tandis que l'hydrophone enregistrait les cliquetis mortels de plus de 40 mines d'ancrage qui les entouraient. Ils étaient en plein cœur du barrage nord allié, le champ de mines le plus redoutable de tout l'Atlantique. Chaque mine contenait 136 kg d'explosifs. Une seule détonation transformerait leur sous-marin en un cercueil d'acier en quelques secondes. Mais devant eux, à seulement 8 km, se trouvait le plus grand convoi allié qu'ils aient repéré depuis des mois. 8 navires de marchandises, lourdement chargés, pratiquement sans escorte. Un objectif impossible, ou la plus grande chance de leur vie. La situation était démentielle. Aucun commandant de sous-marin sain d'esprit n'oserait tenter de naviguer à travers un champ de mines actif. La doctrine était claire: éviter, contourner, survivre, mais Eckart n'était pas un commandant ordinaire. Il était l'un des rares commandants à avoir survécu au mois de mai 1943, un mois catastrophique, où les Alliés avaient écoulé 43 U-boots en un seul mois. Il avait vu la tactique de meute de l'amiral Dönitz s'effondrer. Il avait vécu la fin des jours de gloire. Et il savait quelque chose que les Alliés ignoraient. Le désespoir rend ingénieux. L'équipage du U-432 était composé de 48 hommes, en mer depuis 73 jours, type Seahawk, 769 tonnes, 76,9 mètres de long, équipé de 4 tubes lance-torpilles à l'avant et d'un à l'arrière. Profondeur maximale de plongée, 200 mètres, bien qu'Eckart sût que le sous-marin imploserait à 250 mètres. Ce jour-là, ils allaient tester ses limites, d'une manière que personne n'aurait cru possible. L'hydrophone bipait continuellement. Le maître Werner Schultz. L'opérateur de l'hydrophone, murmuraient les chiffres, au moins 42 signatures de mines distinctes, réparties entre 15 et 73 mètres de profondeur, un labyrinthe tridimensionnel de la mort. Eckart avait étudié le champ de mines. Les Alliés avaient déployé 70 000 mines entre l'Écosse et la Norvège. Les mines américaines étaient particulièrement traîtresses. Elles n'avaient même pas besoin d'un contact direct. Elles explosaient lorsqu'un objet métallique passait dans un rayon de 30 mètres. Détonateur magnétique, incroyablement sensible. Un U-boot de type 7 mesurait 6,38 mètres de large. Cela laissait théoriquement 23,62 mètres de distance de sécurité de chaque côté. Théoriquement, en réalité, avec les courants, avec une visibilité minimale, avec les anomalies de pression de l'eau, c'était un arrêt de mort. Mais Eckart avait un plan fou, suicidaire. Brillant, il ne contournerait pas le champ de mine, il ne reculerait pas, il le traverserait, et il coulerait 8 navires de l'autre côté. Les messages radio britanniques qu'ils avaient interceptés étaient clairs. Le convoi se croyait en sécurité. Il pensait qu'aucun sous-marin n'oserait s'aventurer dans le champ de mine. L'escorte était minimale. 2 vieilles corvettes. C'était tout. Eckart voyait sa chance. La dernière grande chasse. La méthode qu'il allait choisir n'avait jamais été tentée auparavant. Il plongerait à exactement 85 mètres, juste en dessous des mines les plus profondes, mais pas assez profond pour que la pression de l'eau mette le sous-marin en danger. Il avancerait à vitesse minimale, seulement 2 nœuds, à peine plus que flottants. Cela réduirait le champ magnétique du sous-marin. Et il utiliserait l'hydrophone, non pas pour chasser les navires, mais pour cartographier les mines. Chacune d'entre elles, en temps réel, dans l'obscurité, 85 mètres sous l'eau, pendant que 48 hommes retenaient leur souffle. À 04h12, Eckart donna l'ordre. Tous les hommes à leur poste de combat. Silence, absolu. Aucun bruit inutile. Même les moteurs diesel furent coupés. Ils avançaient uniquement avec les moteurs électriques. 750 chevaux. Silencieux comme un murmure. Les indicateurs de profondeur affichaient 20 mètres,
puis 40, puis 60, à 85 mètres. Ils se stabilisèrent. La pression extérieure était de 8,5 bars. La coque en acier craquait légèrement. Werner Schulz commença à signaler les positions des mines. Première mine, 35 degrés tribord, 18 mètres de distance, 50 mètres de profondeur. Deuxième mine, 12 degrés bâbord, 25 mètres de distance, 40 mètres de profondeur. Troisième mine, Eckart naviguait comme un chirurgien qui opère avec son scalpel à 1 mm du nerf principal. Chaque ordre de cap était précis. 2 degrés tribord, maintenir, 1 degré bâbord, maintenir. Les hommes dans la salle de contrôle ne pouvaient pas voir les mines. Ils devaient faire confiance à Schulz. Ils devaient faire confiance à Eckart. Et ils devaient faire confiance au fait que les détonateurs magnétiques n'étaient pas plus sensibles que ce que les Alliés prétendaient. À 0,47, ils passèrent la 10e mine à seulement 11 mètres de distance, si près, et qu'ils pouvaient entendre le faible tic-tac du mécanisme de déclenchement à travers la coque. Personne ne bougea, personne ne parla. Mais alors, à la mine numéro 15, quelque chose d'inattendu se produisit. Un courant, surgissant de nulle part, venant de bâbord, 0,8 nœuds, assez fort pour décaler le sous-marin de 3 mètres latéralement. Droit vers une mine, 19 mètres de distance, 18 mètres, 17 mètres. Schulz cria presque, contre-mesure à 16 mètres. Eckart réagit instinctivement. Toute la puissance sur le gouvernail tribord, les moteurs électriques hurlèrent, le sous-marin tourna, mais lentement, si lentement à cette profondeur, 15 mètres, 14 mètres, la zone critique, 13 mètres, et puis il se stabilisa, 12,8 mètres, ils tinrent bon. La mine resta inactive, soit le détonateur était défectueux, soit ils avaient une chance inouïe. Eckart ne savait pas quoi, et il s'en fichait. 43 minutes plus tard, ils étaient sortis du champ de mines le plus meurtrier de la guerre. Les 42 mines cartographiées, toutes franchies, tous survécurent. Eckart ordonna une remontée prudente à la profondeur du périscope, 18 mètres. Le périscope perça la surface. Et là, incroyablement proche, à seulement 4,2 km, se trouvait le convoi. 8 navires de marchandises sur 2 rangées. Les corvettes britanniques étaient à 9 km au sud, complètement inconscientes. Le convoi avançait dans une mer calme, à 8 nœuds, cap 275 degrés. Ils se croyaient absolument en sécurité. Ils avaient le champ de mine comme protection, mais leur protection était maintenant leur piège. Eckart calcula rapidement. À 8 nœuds, les navires seraient hors de portée des torpilles dans 28 minutes. Il avait 4 torpilles dans les tubes avant, une à l'arrière, 5 torpilles, 8 cibles. Il devait recharger. Il devait être parfait. Il donna les ordres. Torpille 1 et 2, cibler le navire de tête, un cargo de 9000 tonnes. Torpille 3, le deuxième navire de la rangée tribord. Torpille 4, en réserve. Les torpilles étaient des G7e, électriques, sans sillage de bulles, presque invisibles, portées de 5000 mètres à 30 nœuds. Mais Eckart allait tirer à 2800 mètres, presque impossible de manquer. 05h31, feu, torpille 1 lancé, 3 secondes, torpille 2 lancés, 6 secondes. Torpille 3 lancé, dans la salle de contrôle, le chronomètre démarra 84 secondes jusqu'à l'impact. Eckart garda le périscope pointé sur la cible. L'équipage arrêta de respirer. À 79 secondes, Eckart vit la première explosion. La proue du navire amiral se transforma en un nuage de feu et de métal, juste sous la ligne de flottaison, mortelle. Le navire commença immédiatement à agiter. À 82 secondes, la deuxième explosion sur le même cargo au milieu. Il se brisa en deux. À 86 secondes, la torpille numéro 3 atteignit le deuxième navire. À l'arrière, il commença à couler. 3 torpilles, 2 navires détruits.
un troisième endommagé. Mais maintenant, le convoi savait que quelque chose n'allait pas. Les corvettes firent demi-tour, pleine vitesse, direction les navires en train de couler. Herman Eckart avait peut-être 8 minutes avant qu'elle n'arrive. Il ordonna le rechargement des tubes lance-torpilles. L'équipage travailla comme des forcenés. Chaque torpille pesait 1,5 tonnes, dans un tube de 2,2 mètres de large, sous l'eau, avec la houle. Cela prenait normalement 12 minutes. Ils en avaient 8. Le maître, Franz Keller, encouragea son équipe. Dégager les supports de sécurité, faire rouler la torpille en position, aligner, pousser dans le tube, verrouiller. 6 minutes passèrent. Les corvettes étaient à 4 km. Eckart pouvait voir leurs vagues d'étrave. À 7 minutes, les tubes 1 et 2 étaient chargés. Eckart n'avait plus de temps pour des solutions parfaites. Il visa le 3e et 4e navire, tous deux à environ 3200 mètres, essayant déjà de virer. Feu! Les 2 torpilles furent lancées. 96 secondes avant l'impact. À 91 secondes, les premières grenades sous-marines explosèrent. Les corvettes avaient tiré à l'aveugle, espérant toucher le sous-marin. Des grenades sous-marines de type D, 181 kg de TNT, réglées sur 60 mètres de profondeur, trop peu profond. Eckart était à 85 mètres, mais les ondes de choc étaient quand même brutales. Tout le sous-marin trembla. Des canalisations se rompirent. Des jets d'eau dans la cuisine. À 94 secondes, ces torpilles atteignirent leur cible. 2 autres navires gravement endommagés. L'un coula immédiatement, l'autre dérivait en flammes. Les corvettes étaient maintenant juste au-dessus d'eux. Eckart ordonna une plongée d'urgence, 150 mètres, 170 mètres, 190 mètres. Dangereusement proche de la limite. Plus de grenades sous-marines. Celle-ci réglée sur 90 mètres. Plus près. Beaucoup plus près. Les explosions étaient assourdissantes. Toutes les lumières s'éteignirent. L'alimentation de secours s'activa. Lumière rouge partout. Un jeune matelot, à peine 19 ans, Guillaume Bernard, commença à pleurer. Eckart posa sa main sur son épaule. Calme. Nous allons survivre. Nous avons déjà survécu à pire. 23 grenades sous-marines en 11 minutes. Aucune n'a touché directement. Mais les dommages cumulés étaient sérieux. La gouverne de profondeur réagissait lentement. Une fuite dans le ballast numéro 3. Les batteries perdèrent de la capacité. Mais Eckart avait encore un atout. Une dernière torpille dans le tube arrière. Et 2 navires étaient encore intacts. Il l'attendit 47 minutes, complètement immobile à 195 mètres, pendant que les corvettes cherchaient. Puis, lorsqu'elles virèrent vers le nord, il ordonna une remontée prudente à 60 mètres, profondeur de périscope. Là, à 6,8 km. Les 2 derniers navires de marchandises, séparés, essayant de s'échapper, Eckart choisit le plus grand. 12 000 tonnes, plein de provisions pour l'armée britannique. Il mit le sous-marin en position, tube arrière, distance 400-200 mètres. Limite, mais faisable. Feu! La dernière torpille fut lancée, 126 secondes avant l'impact. Eckart observa à travers le périscope. À 119 secondes, il vit quelque chose d'incroyable. Le navire avait vu la torpille. Il essayait de virer. Trop lentement, trop tard. À 126 secondes, la torpille frappa au milieu. Le navire se brisa en 2 parties. 5 navires coulés. Mais Eckart n'avait pas fini. Il n'avait plus de torpille, mais il avait autre chose. Le canon de pont de 8,8 cm. Et 2 navires blessés, qui coulaient lentement, mais n'avaient pas encore coulé. Il ordonna de remonter à la surface. Remontée complète. Le pont perça la surface à 06h23. L'équipe du canon de pont, 4 hommes, se précipita vers le haut. Le canon fut désamorcé. Les 2 cargos en feu étaient à 4,5 km. Portée parfaite, 18 obus. Chaque obus explosif de 8,8 cm. Ils tirèrent systématiquement.
Le premier navire reçut 9 obus dans la coque. Il chavira en 14 minutes. Le deuxième navire, déjà gravement endommagé, coula après 7 autres impacts. 7 navires, en 97 minutes. À travers un champ de mines, contre des corvettes, avec un sous-marin type Sea. C'était impossible, mais c'était arrivé. Eckhart ordonna une plongée d'urgence. Les corvettes étaient de retour, à 8 km au sud, et fonçant sur eux. U-432 plongea à 120 mètres et mit le cap en arrière vers le champ de mines. Oui, de retour à travers le champ de mines, parce que c'était le seul chemin que les corvettes ne suivraient pas. Les hommes étaient terrifiés, mais ils suivirent. Ils faisaient confiance à Eckhart maintenant, absolument. S'ils disaient à travers le champ de mines, alors ils allaient à travers le champ de mines. Le deuxième passage fut en quelque sorte plus dur, parce qu'ils avaient maintenant les dommages. Parce qu'ils étaient épuisés, parce que la réalité de ce qu'ils avaient fait s'infiltrait. Mais Werner Schultz avait cartographié les positions des mines. Il avait chaque mine dans sa tête, et il les guida à travers, une par une, dans l'obscurité, dans la lumière rouge de la salle de contrôle endommagée. 51 minutes plus tard, ils étaient passés. De l'autre côté, libres. Les corvettes avaient abandonné la poursuite. U-432 fit surface pour une navigation de surface. Les moteurs diesel rugirent à nouveau. De l'air frais entra. Les hommes commencèrent à rire, puis à pleurer, puis les deux en même temps. Eckhart se tenait sur le pont et regardait en arrière. Derrière lui, à 15 km, l'océan brûlait. 7 navires, plus de 70 000 tonnes. Il sortit son journal de guerre et commença à écrire. 14 mars 1944, 03h47 à 08h15. Passage à travers le champ de mines, barrage nord, secteur 7. 7 navires de marchandises ennemis coulés. Tonnage total estimé à 71 000. Armes utilisées, 5 torpilles, 18 obus de canon de pont. Pertes propres, aucun mort. Léger dommage à la gouverne de profondeur et au ballast. Sous-marin entièrement opérationnel. Retour à la base prévue. Mais il savait que les faits bruts ne racontaient pas l'histoire, pas le craquement de la coque à 195 mètres de profondeur, pas la sueur sur le visage de Werner Schultz pendant qu'il cartographiait les mines. Pas les larmes de Guillaume Bernard, pas le moment où ils ont tous pensé qu'ils allaient mourir, et pas le moment où ils réalisèrent qu'ils avaient survécu. Le voyage de retour vers l'Orient dura 8 jours. Chaque jour, ils s'attendaient à des attaques. Chaque jour, ils passaient des patrouilles ennemies. Chaque jour, ils se demandaient combien de temps leur chance allait durer. Le 22 mars 1944, à 11h30, U-432 entra dans le port de l'Orient. Le capitaine de vaisseau Dönitz se tenait personnellement sur le quai. Il avait reçu le message radio. Il n'y avait pas cru au début. Personne n'y avait cru. 7 navires à travers le barrage nord, impossible. Mais le sous-marin était là, l'équipage était là, et les tubes lance-torpilles vides étaient là. Les interrogatoires commencèrent immédiatement, pas comme une punition, mais comme une documentation. Chaque détail devait être vérifié. Schultz fut interrogé pendant 3 jours sur la technique de navigation dans le champ de mines. Eckhart témoigna pendant 11 heures sur sa prise de décision tactique, la méthode qu'ils avaient développée, consistant à plonger sous les mines et à les cartographier à l'aide d'hydrophones, était révolutionnaire. En 2 semaines, elle fut intégrée au manuel officiel des sous-marins. Des dizaines de commandants furent formés à cette technique. Certains y survécurent. Beaucoup, non. Mais ce que les Alliés ne comprirent pas avant des années après la guerre, c'était la dimension psychologique. Eckhart n'avait pas seulement coulé des navires. Il avait prouvé que le champ de mines n'était pas absolu. Il avait démontré que la détermination allemande et la maîtrise technique pouvaient surmonter des obstacles impossibles. L'amirauté britannique, lorsqu'elle reçut les rapports, fut choquée.
Leur concept de défense entier reposait sur l'hypothèse qu'aucun sous-marin ne franchirait le barrage nord. Désormais, ils devaient escorter chaque convoi, même ceux qu'ils considéraient comme sûrs. Cela mobilisa des centaines de navires, des milliers d'hommes, des ressources qui étaient nécessaires ailleurs. Un rapport secret britannique d'après-guerre, déclassifié en 1989, analysa l'incident. La conclusion était brutale. Un seul lieutenant de vaisseau allemand, avec 48 hommes, avait causé plus de dommages stratégiques que certaines opérations de flotte entière. Pas à cause des 7 navires coulés, aussi importants fussent-ils, mais à cause de la redistribution forcée des ressources, à cause des hypothèses brisées, à cause de la preuve que les marins allemands, même face à des probabilités écrasantes, trouveraient des moyens de se battre. Eckart lui-même reçut la croix de chevalier le 3 avril 1944. Dönitz l'épingla personnellement sur son uniforme. La cérémonie fut petite, seulement l'équipage et quelques officiers. Mais les mots que prononça Dönitz furent gravés dans l'histoire des sous-marins. Il dit « Ce que vous avez fait inspirera des générations de marins, pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez essayé. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était impossible. Vous avez montré que la volonté humaine, lorsqu'elle est combinée à la maîtrise technique, peut briser toutes les barrières. C'est l'héritage que vous laissez. » L'U-432 effectua encore 2 autres patrouilles. Aucune ne fut aussi dramatique que le passage du champ de mines. En août 1944, alors que les Alliés libéraient la France, l'U-432 fut transféré en Norvège. En novembre 1944, il fut coulé par un destroyer britannique au nord-ouest de Bergen. 14 membres d'équipage survécurent. 34, dont le lieutenant de vaisseau Hermann Eckart, disparurent avec le sous-marin. Werner Schulz fut l'un des survivants. Il passa le reste de la guerre dans un camp de prisonniers britanniques. Après la guerre, il retourna en Allemagne et travailla comme ingénieur acousticien. Il vécut jusqu'en 1987. Dans ces dernières années, il donna plusieurs interviews sur le passage du champ de mines. Il disait toujours la même chose. Nous savions que nous allions probablement mourir. Mais nous croyions en Eckart, et il croyait en nous. C'était tout ce qui comptait. Les 7 navires coulés furent tous confirmés dans les archives de l'amirauté britannique. Le plus grand, le SS Empire Héritage, 12 150 tonnes, transportait 8 000 tonnes de munitions et de véhicules. Sa perte retarda de 3 semaines le ravitaillement de la 8e armée britannique. Les 6 autres navires transportaient des cargaisons tout aussi cruciales. L'impact global sur la logistique alliée fut mesurable, même s'il ne fut pas décisif pour la guerre. Mais ce n'était jamais le but. Le but était ce que l'acte symbolisait. À une époque où la force sous-marine était décimée, où le taux de perte dépassait 75%, où les jeunes hommes savaient qu'ils ne reviendraient probablement pas, l'équipage Eckart prouva qu'un courage et une compétence exceptionnelles pouvaient encore faire la différence. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, le passage du champ de mines par l'U-432 est enseigné dans les académies navales de plusieurs pays. Pas comme un modèle tactique, ce serait de la folie. Personne ne tenterait cela aujourd'hui. Mais comme une étude de cas sur le leadership sous une pression extrême, sur la prise de décision lorsque toutes les options sont mauvaises, sur la confiance entre un commandant et son équipage. Les questions posées aux étudiants sont les mêmes que celles qu'Eckart s'est posées. Quand un risque impossible est-il justifié? Comment calibre-t-on le courage par rapport à l'imprudence? Que doit un chef à ses hommes lorsqu'il les conduit en enfer? Il n'y a pas de réponse parfaite. Eckart lui-même l'aurait dit. Il fit ce qu'il pensait être juste, avec les informations qu'il avait. À l'instant où il était, 48 hommes ont mis leur vie entre ses mains. La plupart finirent par payer le prix ultime, mais pendant 97 minutes, le 14 mars 1944, ils firent l'impossible. Ils traversèrent un champ de 42 mines d'ancrage, coulèrent 7 navires et s'en sortirent vivants.
Ce n'est pas une glorification de la guerre, c'est la reconnaissance d'un courage humain exceptionnel, quel que soit l'uniforme porté. La leçon de l'U-432 n'est pas que la guerre est glorieuse, mais que les gens, lorsqu'ils sont poussés à l'extrême, sont capables de choses étonnantes. Des gens bien, des gens normaux, des hommes qui, dans d'autres circonstances, auraient été enseignants, ingénieurs ou agriculteurs. Mais l'histoire les plaça dans la salle de contrôle d'un sous-marin à 85 mètres sous l'eau, entouré de 42 mines, et ils relevèrent le défi. C'est ce que nous devons préserver. Pas les statistiques, pas la politique, mais les histoires humaines de courage, de peur, de confiance et de survie. Ces histoires disparaissent. Les hommes qui les ont vécues sont presque tous partis. Les archives oublient. Les détails s'estompent. Chaque jour que nous attendons, nous en perdons davantage. C'est pourquoi des projets comme celui-ci existent, pour interviewer les derniers témoins, pour numériser des documents verrouillés, pour traduire des journaux de guerre, pour s'assurer que si, dans 100 ans, quelqu'un demande ce qui s'est passé à ces moments-là, nous aurons des réponses, de vraies réponses, pas de propagande, pas de mythes, mais la vérité humaine complexe, nuancée. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que ces moments de l'histoire doivent être préservés, soutenez avec YouTube Super Thanks, le cœur doré en bas. Chaque contribution finance directement la recherche en archives, les entretiens avec des témoins, la numérisation de documents. Ce ne sont pas seulement les grandes batailles qui doivent être documentées. Ce sont ces moments spécifiques, ces actes individuels, ces 48 hommes dans l'U-432. Sans soutien, ces histoires sont perdues. Aidez-moi à les préserver. Mais il y a encore plus à comprendre dans l'histoire de l'U-432. Les hommes à bord n'étaient pas des super-héros. C'étaient des gens ordinaires qui se trouvaient dans des circonstances extraordinaires. Werner Schulz, l'opérateur d'hydrophone, était professeur de piano à Hambourg avant la guerre. Sa capacité à distinguer les sons individuels qu'il avait développés en enseignant à des étudiants en musique a sauvé la vie de tous dans le champ de mine. Chaque clic d'une mine avait une signature acoustique légèrement différente. Schulz n'entendait pas seulement les mines, il pouvait estimer leur profondeur approximative en fonction de la hauteur du son, une capacité qu'aucun entraînement militaire n'enseignait. Une capacité qui ne venait que d'années d'écoute de subtiles nuances musicales. Franz Keller, le maître d'équipage qui supervisait le rechargement des torpilles, était docker à Brême. Il avait passé toute sa vie à déplacer des charges lourdes, à équilibrer des poids, à optimiser l'espace. Dans l'espace confiné des torpilles d'un sous-marin type C-10C, où chaque centimètre comptait et où chaque mouvement devait être coordonné, ses instincts de docker étaient inestimables. Il pouvait sentir si une torpille était mal alignée avant que les instruments de mesure ne l'indiquent. Il pouvait orchestrer une équipe de 6 hommes pour charger une arme de 1,5 tonnes dans un tube de 2,2 mètres pendant que le sous-marin roulait sous l'effet de la houle et que des grenades sous-marines explosaient à l'extérieur. Wilhelm Brandt, le jeune matelot qui pleurait, avait 18 ans. Il n'était à bord de l'U-432 que depuis 3 mois. C'était sa première patrouille de combat. Il venait d'un petit village de Bavière et n'avait jamais vu la mer avant d'être enrôlé dans la marine. Sa peur n'était pas de la lâcheté, c'était la réaction naturelle d'un jeune homme soudainement à 85 mètres sous l'eau, entouré de mines, entendant son sous-marin grincer et craquer sous la pression. Après la mission, après avoir survécu, quelque chose a changé chez Brandt. Il a trouvé une force intérieure qu'il ne savait pas posséder. Il a participé aux 4 patrouilles de l'U-432. Il fut l'un des 14 survivants lorsque le sous-marin coula. Il a vécu jusqu'en 2003, atteignant l'âge de 67 ans, et eut des petits-enfants qui l'aimaient, mais il disait toujours qu'il était mort et renaît en mars 1944. L'histoire de ces hommes est importante car elle montre que l'héroïsme n'est pas inné.
Ce n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est quelque chose qui se découvre dans des moments d'épreuve extrêmes. Schultz ne savait pas que sa formation musicale sauverait des vies. Keller ne savait pas que son travail de docker serait déterminant pour la guerre. Brandt ne savait pas qu'il avait le courage de persévérer. Ils ont tous découvert des parties d'eux-mêmes qui n'ont fait surface que sous une pression impossible. Et c'est la vérité universelle qui transcende tous les uniformes et toutes les guerres. Les gens ne savent pas de quoi ils sont capables tant qu'ils n'y sont pas obligés. Le professeur devient acousticien de précision. Le docker devient un génie tactique. Le garçon effrayé devient un soldat inébranlable, non pas parce qu'ils aimaient la guerre, non pas parce qu'ils cherchèrent la mort, mais parce qu'ils étaient dans ce moment, dans ce sous-marin, avec ces hommes, et que l'échec signifiait la mort, non seulement pour eux, mais pour leurs camarades. Le lien entre les hommes qui affrontent la mort ensemble est quelque chose que la paix ne pourra jamais reproduire. Eckhart le comprenait. Son leadership n'était pas basé uniquement sur la peur ou la discipline. Il connaissait chaque homme de son sous-marin. Il savait que Schultz aimait la musique. Il savait que Keller résolvait les problèmes en les travaillant physiquement. Il savait que Brandt avait besoin d'encouragement, pas d'ordre plus sévère. Un bon commandant dans la force sous-marine n'était pas seulement un expert tactique. Il était un psychologue, un mentor, une figure paternelle, un ami. Dans un cylindre d'acier à 200 mètres sous l'eau, où l'on ne voyait jamais la lumière du soleil pendant des mois, où l'on ne respirait jamais d'air frais, où l'on n'avait jamais d'intimité, la composante humaine était aussi importante que n'importe quelle arme. Les conditions de vie à bord d'un sous-marin type 7 étaient brutales. 48 hommes partageaient 12 couchettes. Cela signifiait une rotation constante. On dormait par roulement. Quand votre quart se terminait, quelqu'un d'autre se levait et vous preniez sa place encore chaude. L'air était épais de l'odeur de diesel, de sueur, de moisissure et de peur. La température oscillait entre le froid glacial des eaux du Nord et la chaleur étouffante des tropiques. Il n'y avait pas de douche, pas d'eau courante pour l'hygiène personnelle. Les hommes restaient des semaines sans se laver. Les seules toilettes étaient souvent hors service lorsque le sous-marin était immergé. La nourriture était monotone. Du pain qui moisissait après 2 semaines, des conserves, de la saucisse qui rancissait. Les premiers jours d'une patrouille, il y avait des fruits et légumes frais, mais ils étaient vite épuisés. Ensuite, il ne restait plus que des conserves et des rations sèches. Les hommes perdaient du poids. Leur peau devenait pâle par manque de soleil. Beaucoup développaient des maladies de peau à cause de l'humidité constante, et c'étaient les jours normaux quand personne n'essayait de les tuer. Les jours comme le 14 mars 1944, tout s'ajoutait au reste. Imaginez-vous dans cet environnement, 73 jours sans contact avec la terre ferme, épuisé, sous-alimenté, et qu'on vous dise que vous allez traverser un champ de 42 mines. La réaction naturelle serait la mutinerie, ou au moins la résistance. Mais aucun des hommes d'Eckhart ne refusa, pas parce qu'ils étaient obligés. Dans les derniers mois de la guerre, lorsque la situation devenait désespérée, il y eut des équipages de sous-marins qui se mutinèrent. C'était rare, mais cela arrivait. L'équipage d'Eckhart le suivit parce qu'il lui faisait confiance, parce qu'il les avait déjà ramenés sains et saufs à la maison, parce qu'il savait que s'il y avait un moyen de survivre, il le trouverait. Cette confiance s'était construite au fil des mois. Lors de la première patrouille de l'U-432 sous le commandement d'Eckhart, en octobre 1943, ils furent pourchassés par un destroyer britannique pendant 19 heures. 127 grenades sous-marines. Le sous-marin fut tellement endommagé qu'ils durent se poser sur le fond marin à 180 mètres de profondeur pendant 11 heures alors que l'air s'épuisait lentement. Eckhart resta calme. Il expliqua à chaque homme exactement ce qu'ils allaient faire. Il désactiva tous les systèmes non essentiels. Il réduisit l'activité au minimum pour économiser l'oxygène.
Et lorsque le destroyer finit par partir, ils refirent surface, réparèrent le sous-marin en mer et achevèrent leur mission. Les hommes virent qu'Eckhardt ne s'effondrait pas sous une pression extrême. Cela gagna leur loyauté. C'est pourquoi, lorsqu'il dit en mars 1944 « Nous allons traverser le champ de mines », ils dirent « Oui ». Pas à la légère, pas sans peur, mais avec la confiance que si quelqu'un pouvait le faire, c'était lui. Et ils avaient raison. Mais voici le tragique. Toute cette confiance, toutes ces compétences, toute cette camaraderie, tout ce courage n'ont finalement pas sauvé la plupart d'entre eux. En novembre 1944, 8 mois après leur acte héroïque impossible, 34 d'entre eux trouvèrent la mort dans les eaux froides au large de la Norvège. L'ironie est cruelle. Ils ont survécu aux mines, aux bombes à eau, aux charges de profondeur, à l'épuisement. Et puis un jour, ordinaire, une torpille a frappé leur sous-marin. Et c'était fini. Les survivants portaient le poids de la culpabilité. Werner Schultz a écrit dans ses mémoires inédits « Pourquoi ai-je survécu ?» Pourquoi pas Keller? Qui était plus fort? Pourquoi pas le lieutenant de vaisseau? Qui était plus important? Pourquoi un professeur de piano dont le plus grand talent était d'entendre les notes? Ces questions n'avaient pas de réponse. La mort en mer était aléatoire. Une explosion ici plutôt que là. Un homme se tenait sur le pont. Un autre était en bas. La différence entre la vie et la mort n'était souvent qu'une question de mètres ou de secondes. Pas de sacrifice héroïque, pas de dernier geste héroïque, seulement de la physique, la pression, l'eau, l'acier, et puis les ténèbres. C'est l'autre facette de l'histoire qui doit être racontée, pas seulement les actes de bravoure, aussi le prix à payer. Les 34 hommes qui sont morts ont laissé derrière eux des familles, des mères qui n'ont jamais cessé d'attendre à la fenêtre, des pères qui n'ont jamais pu montrer la fierté qu'ils ressentaient, des femmes qui sont devenues veuves dans la vingtaine, des enfants qui ont grandi sans père. Wilhelm Brandt a survécu, mais son meilleur ami à bord, Georg Müller, non. Brandt a raconté dans des interviews comment il entendait le rire de Georg pour le reste de sa vie, comment il se demandait ce que Georg aurait fait, ce qu'il serait devenu, comment la culpabilité le hantait, même 60 ans plus tard. La guerre ne crée pas seulement des héros, elle brise les gens. Même ceux qui survivent portent des cicatrices, qui ne guérissent jamais complètement. Schultz a fait des cauchemars jusqu'à ses 70 ans. Il rêvait qu'il était de retour dans la salle de contrôle, qu'il entendait les mines, qu'il se tournait vers Eckhardt pour faire son rapport. Mais quand il ouvrait la bouche, aucun son ne sortait. Et les mines se rapprochaient de plus en plus. Et il se réveillait en criant. Sa femme avait appris à le réveiller doucement, sans le toucher, parce qu'une fois, il avait instinctivement frappé, toujours piégé dans un cauchemar vieux de 40 ans. C'est le contexte que nous devons comprendre lorsque nous parlons d'actes de bravoure militaire. Oui, ce qu'Eckhardt et son équipage ont fait était extraordinaire. Oui, cela mérite d'être reconnu. Mais cela a eu un coût qui va bien au-delà des 7 navires coulés. Cela a coûté 34 vies instantanément. Cela a coûté leur santé mentale à 14 survivants. Cela a coûté à des dizaines de familles leurs êtres chers. Et pourquoi faire? 7 navires de marchandises qui n'ont pas changé l'issue de la guerre. Une innovation tactique qui a sauvé quelques sous-marins pendant quelques mois avant que tout ne soit perdu de toute façon. Un moment de génie dans un océan de déraison. Mais peut-être est-ce précisément là où réside le point essentiel. Peut-être que la valeur ne réside pas dans les résultats stratégiques. Peut-être qu'elle réside dans la preuve que les gens, même face à l'absurdité, face à des chances impossibles, face à une mort certaine, peuvent choisir d'être extraordinaires, pas pour la gloire, pas pour l'honneur, pas pour la politique, mais pour les hommes à leur côté, pour la camaraderie, pour le sentiment
que s'ils doivent aller en enfer, ils le feront en maîtres de leur art. Avec dignité, avec compétence, avec courage, le dernier mot enregistré des cartes, transmis par radio, avant que l'U-432 ne coule, était un seul mot, camaraden, camarade, pas un ordre, pas une manœuvre tactique, seulement une reconnaissance des hommes avec lesquels il partageait ses derniers moments. Les opérateurs radio britanniques qui l'ont intercepté n'ont pas compris sa signification, mais chaque Allemand qui l'a entendu l'a compris. C'était un rappel que même dans la mort, ils n'étaient pas seuls, ils étaient frères, unis par une épreuve partagée, et cela, plus que toute médaille ou distinction, était ce qui comptait. La leçon pour nous, 80 ans plus tard, dans un monde sans guerre de sous-marins, ni champs de mines, n'est pas que nous devrions glorifier la guerre, mais que nous devrions reconnaître le potentiel humain, le potentiel de courage, de compétence, de collaboration sous pression, de sacrifice pour les autres. Ces qualités ne sont pas propres aux soldats. Elles sont humaines. Elles existent chez les médecins qui risquent leur vie pendant les pandémies, chez les pompiers qui courent dans des bâtiments en feu, chez les parents qui se sacrifient pour leurs enfants, chez les enseignants qui enseignent dans des quartiers dangereux. Le contexte change. La caractéristique essentielle demeure. L'U-432 nous montre que des gens normaux peuvent faire des choses extraordinaires quand ils le doivent. Il nous montre aussi que ces choses extraordinaires ont un prix terrible. Les deux leçons sont importantes. Nous devons célébrer le potentiel, sans oublier le coût. Nous devons honorer le courage, sans glorifier la folie qui l'a rendu nécessaire. Et surtout, nous devons nous souvenir, parce qu'oublier est la deuxième façon dont ces hommes meurent. La première mort est physique, la seconde, c'est quand plus personne ne connaît leur nom, leurs histoires, leur humanité. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? La brillance tactique, le courage humain, le prix tragique? Ou peut-être avez-vous vos propres histoires familiales? Des grands-pères qui ont servi sur des sous-marins, des lettres retrouvées dans des greniers, des journaux de guerre qui ont traversé les générations. Partagez-les ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire préservée. Assurons-nous que ces hommes ne soient jamais oubliés.